Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Hey, François, on n'a pas beaucoup de temps. Mais tu sais, j'ai un hoodie qui est marqué Keep Calm and Hate the Chiefs. Oui, tu l'avais la semaine passée? Voilà. Et quand je suis sorti de l'aréna à Québec, au centre des glaces intactes, tu sais où il y a l'anneau de glace à Québec et tout ça, il y avait ça sur mon pare-brise. Oh. Et le fameux... Oh. Et là, ça, c'est mon ami Hugo. Mais salutations à Hugo, Fanny, Et que tu devais être content, hein? Francis et également William. Oh. Tiens. Voilà. Ça me fait plaisir. Ça a été une belle victoire. Des Eagles. Des Eagles. Alors, encore une fois, keep calm and hate the Je me Chiefs. demandais ce que tu faisais avec tes ciseaux. François, quel show cette semaine. Écoute, Alexandre Gagné, secondaire avec les Alouettes de Montréal. On fait un 45 minutes avec lui. Et enfin, je vous donne des idées d'activités pour la semaine de relâche en Montérégie. Bienvenue à Sport Express. Hey, je suis content. D'abord, mon équipe a gagné. En fait, c'est pas vrai que mon équipe a gagné le Super Bowl. Là, moi, c'était n'importe qui sauf les Chiefs. Mais ceci dit, une semaine après, quoi de mieux que de recevoir un gagnant de la Coupe Grey? Il est secondaire pour les Alouettes. Alexandre Gagné est avec nous. Salut. Bonjour, Salut. bonjour, merci de me Merci d'avoir recevoir. accepté l'invitation. Il y a des gens qui ne savent peut-être pas, mais tu as joué ton football ici avec les Géants. Tu es un petit gars de la région, toi? Un gars de la région. Je proviens initialement de Saint-Hubert. Puis par la suite, moi, j'ai fait mon cégep à Saint-Jean ici avec les Géants. Puis après ça, j'ai juste tout simplement adopté la ville. Puis je suis jamais reparti. Là. Quand on parle de foot, moi, je suis un gars de Saint-Bruno, donc les Barons, c'est imprégné quand même dans mon sang, même si j'ai jamais joué au foot, mais les Barons, je connais ça depuis fort longtemps. Le football civil sur la rive-sud de Montréal, ici à Saint-Jean, c'est quand même très fort. Là. Très fort, très, tu sais, ils sont très inculqués là, dans chacune des communautés. Puis les jeunes, là, ils viennent participer, que ce soit à Saint-Jean, que ce soit les Rebelles à Saint-Hubert, les Barons, même ça rive nord de Montréal, là, c'est super important là, dans chacune des communautés, là, la communauté football. Là. Comment ça a commencé, Alex, le football, pour toi? Tu sais, des fois, souvent, on parle de hockey, on parle de soccer, on parle de baseball, qui sont les sports les plus populaires, si on veut, même que le football est très populaire. Les Jets, c'est fort à Saint-Hubert. Oui, non, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui... Oui, tu as le physique, là, mais qui pense à aller jouer au football. Comment ça a commencé pour toi? Moi, c'est arrivé plus sur le tard. Fait que j'ai commencé à jouer au secondaire. J'étais allé au collège Charlemagne. Puis là, en fait, c'était censé être la dernière année du programme. Il était censé abolir le programme. Puis on est allé... j'étais allé essayer l'équipe. Puis la première question qu'il m'avait posée, c'était « Quelle position tu veux être? » Je connaissais absolument rien du football. Moi, toute ma vie, j'ai joué au basket, au soccer. Je jouais dans 2 équipes de basket. Je jouais compétitif. Puis après ça, quand je suis arrivé au collège, je voulais essayer le football. Je trouvais ça le fun. Puis je commençais à avoir une petite carrure. C'est toi qui voulais l'essayer. Parce que moi souvent, qui les coachs ont dit « Tu devrais jouer au football. Ouais, toi. » c'est moi qui voulais l'essayer en le regardant à la télé. Puis il m'avait demandé quelle position je voulais jouer, puis je connaissais absolument rien. Là. Fait que je leur ai dit, ben moi, je veux être lui qui marque des touchés. Fait que j'ai commencé comme receveur. Puis de fil en aiguille, ça l'a grandi à travers les différentes positions. Là. S'il y a un sport qu'on associe avec l'école, c'est bel et bien le football. On s'entend, tu l'as dit, là, CCL, qui est très implanté dans plusieurs sports. Il y a le football, il y a le hockey, le basketball. Tu parlais du basket. Ils sont implantés dans plusieurs sports. Après ça, tu t'en viens ici au Géant. Donc, encore là, cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu t'en vas à l'université, pas n'importe laquelle, au niveau de l'éducation. Sur le terrain, ça commence à aller de mieux en mieux, mais il reste qu'au niveau scolaire, académique, l'Université de Sherbrooke, c'est extraordinaire, sur la montagne et tout ça. Et après ça, ça t'amène au niveau professionnel. Mais c'est fou comment le football et l'école, c'est ancré ensemble. Hein? Ah oui, puis c'est un des avantages que moi je trouve avec le football, c'est que si tu veux percer au football, tu n'as pas le choix de passer par les voies universitaires. Fait que tu n'as pas le choix de passer tes cours, aller à l'école, puis d'être bon pour passer à la prochaine étape. Moi, l'avantage que j'ai eu, c'est au collège Charlemagne, il y avait le sport-études basket, que je jouais au basket pour le sport-études, mais je jouais aussi pour l'équipe de football. Puis j'ai réussi à continuer ça même au cégep. Donc, au cégep, les Géants jouaient au basket puis jouaient au football aussi. Donc, tu sais, ça fait en sorte que ça te met une rigueur. Je fais du sport à l'année longue. Puis, en même temps, ça te met une rigueur sur mes études puis mettre les efforts à bonne place pour réussir à l'école, mais réussir dans les sports aussi. Là.
Je veux que tu nous parles de ton passage avec les Géants de Saint-Jean. Écoute, on a reçu Alexandre Vendette, Alex Surprenant, JP Bégin. Écoute, ils ont toutes leurs cartes chouchou de l'émission. Ils viennent tous. Attends une minute. Eux autres, ils ont tous des bagues de Coupe Vanier, mais ils n'ont pas celle que tu as là. Non, c'est ça. Ils n'ont pas celle-là. Exact. Je veux que tu nous parles de ton passage à Saint-Jean. Comment tu as aimé ça et pourquoi avoir choisi le programme des Géants à la base quand il y a plein de programmes un peu partout? J'ai eu la chance, en sortant du secondaire, de me faire recruter par la majorité de tous les cégeps au Québec. Fait que j'ai fait des camps de printemps dans différents types de cégep. Puis vraiment, Saint-Jean, c'était probablement la seule Division 2 dans le temps. On était Division 2, la seule Division 2 que j'ai appris en considération. Puis pourquoi? Bien, c'était pour Alex Vendette. Je trouvais que vraiment, quand je l'ai rencontré, le charisme, puis le professionnalisme, puis l'aspect humain qu'il apportait à l'organisation a fait en sorte que crime, c'est pour lui que je veux jouer. Donc, tu sais, j'avais pas nécessairement choisi le cégep de Saint-Jean, mais j'avais choisi Alexandre Vendette, la personne pour... Je te confirme qu'on va envoyer cet extrait-là à Alex Vendette, c'est sûr et certain. Ah, bien, il sait. J'ai dit à maintes reprises, on se recroise. Là, puis, honnêtement, ça a été un élément marquant dans ma carrière, puis honnêtement, dans ma vie. Là. Surtout au cégep, c'est une transition vers un peu plus la vie d'adulte, puis, tu sais, apprendre à prendre ses propres décisions. Puis Alex a fait partie grandement de mes 3 ans au cégep. Ah, vraiment, vraiment. Au niveau football, mais au niveau humain aussi. Là. On s'entend, on ne le dira pas trop fort, mais les installations au niveau des Alouettes, il y en a des mieux dans la ligue, c'est pas ça le point, mais ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, pour un kid au cégep qui joue au stade, wow! Ben oui. T'sais, avec le vestiaire, avec tout ce que... À chaque année, chacun des entraîneurs-chefs, mais il y a eu des améliorations. Il y a eu Alex Vendette qui a vraiment remis en place la communauté football autour de Saint-Jean avec tous les entrepreneurs et tout. Ça, Alex Surprenant qui a juste amené une coche de plus avec les jeunes, avec le développement des athlètes, avec les multiples bols d'or qu'ils ont gagnés. Puis après ça, tu as JP Bégin qui a tellement un gros background. Moi, j'ai joué avec JP au cégep. Puis il a amené son background de l'Université Laval, puis il l'a impliqué ici. Puis je pense qu'à chaque année, chacun des entraîneurs-chefs ont amené une coche de plus à l'organisation. Puis on n'a rien à envier à aucun cégep partout au Québec. Là. Je suis curieux de t'entendre par rapport au programme des Géants. Tu es dans le monde du football depuis longtemps. Est-ce que notre programme ici à Saint-Jean est reconnu au niveau québécois? Ah oui, définitivement. Puis tu sais, on est les gars qui proviennent de Saint-Jean, tu sais, je joue avec P.O. Lestage, qui provient du... Puis on s'est entrecroisés, donc tu sais, on n'a pas joué ensemble. Mais par contre, c'est une fierté de dire que tu as joué pour les Géants. C'est une fierté de dire, hey, notre cégep, on revient tout le temps. On s'en reparle aussi quand les Géants vont bien. On s'en parle on suit ça un peu quand même. Inévitablement. Puis surtout que pendant la saison morte, je m'entraîne avec... je vais courir avec les gars au cégep. Fait que tu sais, j'essaie de rester quand même dans l'environnement puis de continuer à côtoyer les gars. Là. Quand on regarde la Ligue canadienne de football au poste de quart, moi, ça m'a tout le temps surpris que c'est souvent les meilleurs quarts de la Ligue canadienne de football ont souvent été des bons quarts, mais de Division 2, Division 3, alors que les receveurs de passe ont souvent été des All-Americans, des gars qui ont sorti de grosses institutions. Fait que je regarder Austin Mack, Charleston Rambo, qui sort de Florida, je pense. Ouais. Quand tu parles avec ces gars-là, qui ont touché à la NFL, mais surtout qui ont touché... Tu sais, toi, tu as touché aux Géants, les autres ont touché à Florida State ou à Florida, où ils ont joué à Notre-Dame contre Notre-Dame ou des choses comme ça. Quand ils écoutent ton parcours, puis d'où tu viens, ou du petit parc Rabastalière à Saint-Bruno, quel genre de discussion vous avez? Parce que vous venez pas de la même place mentale. On vient pas de la même place. C'est en tant qu'accompagnement qu'ils ont eu, eux autres, la NCAA, c'est un monde à part. Là, c'est probablement la business la plus lucrative qu'il peut avoir dans le monde du sport, là, c'est le football américain. Au niveau de la NCAA. C'est sûr qu'en termes d'accompagnement, d'installation sportive, ils n'ont rien à envier à aucune équipe professionnelle tout court, point. Là. Mais c'est sûr que déjà, leur expliquer c'est quoi le cégep puis pourquoi qu'on va au cégep, il y a déjà un gap. Ils ne comprennent pas qu'entre l'université et mon secondaire, j'ai fait une autre équipe aussi. Fait que, tu sais, on jase de ça, puis eux autres, ils essaient de s'imbriquer aussi de nous, notre parcours, parce que après ça, quand ils vont dans la communauté, ils sont plus capables de voir les gars leur parler de leur cheminement, puis de comprendre un peu plus à partir de quoi dans quoi ils traversent. Là. Je sais que tu as une question, mais souvent, toi, pas jalousé parce que tu es arrivé au même
au même niveau, au même standard qu'eux autres. Tu réussis, tu es un des rares à gagner ta vie également en faisant ton sport. Ces gars-là aussi. Donc, peut-être que toi, tu peux être jaloux de leur parcours, d'avoir joué, mettons, à Florida State ou d'avoir joué contre Notre-Dame ou des choses comme ça. Mais des fois, est-ce que tu parles avec des gars qui viennent du sud des États-Unis, du milieu des États-Unis, qui, eux autres, disent tabarouette, t'as été chanceux d'avoir été élevé dans certaines cas. Tu sais, parce qu'il y a des gars qui l'ont eu tough en tabarouette, là. Mais c'est sûr. C'est sûr qu'on parle de juste école, qu'est-ce qu'ils ont vécu. C'est sûr que j'aurais aimé ça, vivre ça. Juste l'instinct de le vivre. Le vivre à l'Université de Sherbrooke, moi, de mon côté, j'ai rien à regretter. J'ai apprécié, j'ai adoré mon parcours. Mais c'est sûr qu'eux autres, ils viennent des fois d'un parcours plus difficile, plus... ils n'ont pas la même réalité que nous dans certaines régions des États-Unis. Exact. Fait que c'est sûr que je voudrais... Ils me trouvent chanceux d'avoir vécu qu'est-ce que j'ai vécu, puis d'avoir les installations, l'école, la famille qui me suit et tout. Là. C'est sûr qu'ils trouvent chanceux notre contexte économique, notre contexte de vie là, familiale. Là. On a reçu Alex Surprenant il n'y a pas longtemps. On a parlé de recrutement beaucoup. Je pense que s'il y en a un qui mérite la palme du champion du recrutement au niveau universitaire, c'est Alex Surprenant cette année. Écoute, il est allé chercher Nathan Carignan qui est passé ici, puis on avait le feeling qu'il était pour y aller, mais écoute, il s'est commis commitment à McGill. Ce qu'Alex nous expliquait, c'est que, tu sais, c'est bien beau au niveau universitaire, mais Rougéard, Carabin, puis il y a les autres. Ouais. Pourquoi Sherbrooke? Pourquoi Sherbrooke? Bien, pourquoi Sherbrooke? Parce que avant que j'arrive, ils venaient d'aller à la Dunsmore. C'est une équipe qui était en pleine ascension. C'est sûr que quand tu intègres une organisation, tu regardes le roster. Donc, tu regardes l'alignement, puis tu regardes de voir le gars qui vient d'arriver. Je peux être partant? Je peux-tu partant? Je vais-tu avoir une chance de jouer éventuellement? Donc, c'est sûr que tu regardes ça. Encore une fois, moi, j'ai eu la chance d'être recruté par toutes les universités au Québec, puis quelques-unes dans le reste du Canada. Mais Sherbrooke, je trouvais que, le campus, on en a parlé, c'est un peu un campus américain dans le sens que toutes les facultés sont sur la même montagne. Ce qui fait en sorte que, puis c'est pas nécessairement pour vouloir faire la partie, mais c'est juste l'ambiance universitaire qu'on marche d'une faculté à l'autre, on s'entraîne tout le monde au même endroit. C'est pas tout divisif, que tu vis la vie universitaire. Puis par la suite, le programme était en pleine ascension. Des entraîneurs aussi qui étaient prometteurs. L'ensemble j'avais des joueurs aussi que j'avais joué. Est-ce qu'il y avait André Bolduc qui était là à ton époque? André Bolduc venait de quitter. Ouais. Fait que c'est vraiment dans la transition. Il venait de finir son parcours. Puis là, c'était David Lessard. Moi, j'étais là les 5 ans de David Lessard. Puis j'avais des gars qui j'avais joué au cégep qui étaient là, qui avaient vécu ça, puis qui m'encourageaient à venir. Fait pour moi, en plus, j'ai fait le programme coop avec tout le système de stage à travers le bac. Fait que ça, c'était vraiment pertinent. Puis j'ai réussi à l'imbriquer aussi là, avec le football. Fait que c'était super le fun de faire partie de cette organisation-là. Sans dire que le vert et... Je me trompe tout le temps. Le vert et or. Ouais. Voilà. Non, j'allais dire vert et noir, mais ça, c'est... Le vert et or, sans dire qu'on n'est pas... en fait, on n'est pas encore au niveau des Carabins, on n'est pas encore au niveau de l'Université Laval, mais il reste que il y a une vingtaine d'années, quinzaine d'années même, c'était l'Université Laval. On s'entend? Dans le temps de Soupe, de Marc Rémillard, qu'on salue. D'Alex Vendette. D'Alex Vendette. Ouais. C'était, regarde, à quelle semaine la Coupe Vanier, puis on te la donne tout de suite, c'était un peu ça. Ouais. Après ça, est arrivé Danny Maciochi avec les Carabins. Ils ont reviré complètement cette université-là. On voit que Soupe a fait une bonne job au niveau de l'attaque à Concordia. Maintenant, il est à McGill. Concordia va un peu mieux. On fait causer une surprise l'an dernier avec les gros programmes. On n'est pas loin non plus. Là. C'est plus ce que c'était, même à ton époque. Plus une parité. Ouais. C'est une plus grande parité. Puis je pense que de plus en plus, les entraîneurs de l'ensemble du RSEQ deviennent compétitifs, puis ils vont chercher un coaching staff avec de l'expérience. Puis ça reste qu'un gars comme Alex Surprenant, bien, il a vécu les airs de Glenn Constantin. Il a été coaché dans cet environnement-là, qui est capable d'essayer de répliquer, puis après ça, de le mettre un peu plus à sa manière pour être, puis la même chose avec Brad Collinson, qui est à l'Université de Concordia. Ils ont connu des organisations championnes, puis après ça, ils essaient de le répliquer dans d'autres organisations. Puis je pense que c'est pour ça que de plus en plus, on voit le football universitaire s'améliorer au niveau du jeu collectif. C'est pas juste que c'est paritaire, mais le jeu en globalité est rendu beaucoup plus compétitif, puis encore à un autre niveau de quand que moi je jouais. Là. On s'arrête. Oui. Il reste 40 secondes au premier bloc. Il en reste 2 autres. Je veux qu'on vienne un peu sur le Super Bowl quand même, parce que tu es un passionné de foot. Et après ça, on va s'en aller vers la conquête de la Coupe Grey également. Donc,
Il a signé un nouveau contrat aussi. En plus, c'est sorti juste avant Noël. En plus, ça a été un beau cadeau quand même. Cadeau de Noël en avance. Là, bien finir l'année, puis j'étais super content que ça se fasse. Mérité. Oui, vraiment. Merci. Surtout dans la Ligue canadienne de football, vous jouez toujours avec une espèce d'épine au-dessus de la tête. C'est pas toujours évident pour la famille. Ta conjointe est là aussi, donc ça a sécurisé un peu tout le monde. Tu as raison de le dire. Donc, on s'arrête. Le temps de courte pause. Au retour, on va revenir sur cette victoire des Eagles face aux Chiefs avec Alex. Bougez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Nous sommes de retour avec Alexandre Gagné, secondaire et champion de la Coupe Grey avec les Alouettes de Montréal. Revenons un peu. Tu étais un footballeur professionnel. Moi, je voulais tellement que les Chiefs perdent. Je suis un Dolphin, ils sont pourris, ça n'a pas rapport. Ils sont tatoués sur mon bras. Là. Je suis vraiment un die-hard Dolphins. Mais il reste que j'étais tanné. Là. Lui comme lui avec ses pattes à l'époque. Puis tout ça, j'avais juste envie un peu de changement. Puis comme Tua jouait à Alabama, c'est Jalen Hurts qui était là après, puis tout ça. Puis j'ai un petit attachement quand même. Il reste que, moi, j'étais pas nerveux, là, parce que j'avais rien à gagner, mais dans le sens que, même à 24-0, j'avais comme une espèce de sentiment qu'avec Patrick Mahomes, ça pouvait C'est jamais. Toi, quand tu regardes ça, avec le recul, est-ce que tu étais capable de savoir, peut-être avec les 2-3 premiers jeux, 2-3 premières séquences à l'attaque des deux côtés, de dire, il n'y aura pas de match aujourd'hui, c'est terminé. T'as-tu été capable de le sentir? C'est dur à savoir. T'sais. On regarde la partie, comment ça allait, puis oui, pendant la première demi, il n'y avait pas de réponse. De la part d'Andy Reid, de la part de Patrick Mahomes, de la part, peu importe, il n'y avait littéralement pas de réponse de leur part. La défensive des Eagles les limitait à un autre niveau. On voyait la première passe, la première lecture de Patrick Mahomes, souvent, elle se faisait enlever par la défensive, qui faisait en sorte qu'il devrait garder le ballon. Puis là, la ligne, elle se faisait écraser. Fait que ça, c'est la réalité, mais après ça, tu arrives en demi, tu te dis, on peut jamais compter out un gars comme Andy Reid. Ils s'ajustent tellement, c'est un no-brainer pour eux de OK, on va rentrer, on va corriger, puis on va ressortir. Fait qu'on peut jamais les sortir de cette victoire, de cette défaite-là qu'ils ont vécue. Même si après, tu te dis, ben là, à un moment donné, il y a toujours même une limite de temps à qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Là. On regarde-tu le Super Bowl quand on est un joueur de football professionnel? Est-ce qu'on le regarde avec tes coéquipiers québécois de l'équipe ou même des Américains qui sont peut-être déjà ici? Ou on le regarde dans le confort de notre foyer, mais les petits textos se font aller, Alex? Je le regarde avec mes amis, en fait, avec qui j'ai joué au Cégep de Saint-Jean puis à l'Université de Sherbrooke. Parce que, on est une gang là, à chaque année, on se retrouve. Fait j'essaie de... Puis là, on est rendu avec des fans, des enfants. Fait on écoute tout le monde ensemble, les enfants jouent. C'est probablement comme... J'écoute tellement le football de façon sérieuse 6 mois par année que quand je regarde la NFL, quand je regarde les séries éliminatoires, j'essaie vraiment de mettre la switch à off puis de juste regarder puis apprécier, le moment avec mes amis, mais aussi le spectacle. Puis si c'est un enfant qui vient de voir pendant un jeu, ça sera pas « tasse-toi, on profite de la famille ». C'est plus une excuse d'être tout le monde ensemble que vraiment pour le match de football spécifique. Là. Ouais. Souvent, les gars, quand ils arrivent, je veux qu'on parle du calibre de jeu. Je veux pas comparer la NFL à la CFL parce que c'est deux sports complètement différents. C'est grosso modo un peu les mêmes règles, mais ça joue différemment. Le terrain est plus gros également dans la Ligue canadienne de football, mais tu regardes de plus en plus de jeux dans la NFL. Je le disais tantôt, je suis un fan des Dolphins. Quand je regarde la façon que McDaniels coach son équipe en attaque, le fait que les joueurs sont mobiles derrière la ligne de mêlée, il l'a dit lui-même, même Bill Belichick dit que c'est un fan de la Ligue canadienne. Il aime regarder des matchs de la Ligue canadienne de football. Les gars commencent à se servir de votre livre de jeu pour l'amener dans la NFL. Bien, c'est sûr qu'ils essaient de le regarder. Et puis, il y a tellement, après ça, ces esprits-là créatifs, là, tu peux commencer à bouger puis jouer avec les défensifs. C'est ça qu'ils veulent. Fait que là, s'il y a un joueur qui est capable de bouger pendant que je fais aller le ballon, bien là, ça commence à devenir intéressant. Puis là, c'est les joueurs défensifs, ajustez-vous puis soyez prêts parce qu'avant, c'est qu'ils devaient tout être immobiles. Après ça, on part. Mais là, c'est quand même de commencer à bouger puis utiliser mes outils. Il y a tellement des athlètes extraordinaires dans la NFL que ça serait ridicule de ne pas l'utiliser. Là. Ça fait 9 ans que tu es dans la Ligue, tu l'as dit. Tu parles de la NFL, on va faire une comparaison. C'est-tu arrivé que tu as côtoyé, oui, des gars qui ont joué dans la NFL, mais tu sais que les gars arrivent peut-être un peu coqués ici, c'est quoi cette ligue-là, puis tu sais, ils savent pas trop à quoi s'attendre, puis finalement, ils se rendent compte que le calibre il est assez fort. Hein? Oui, puis c'est arrivé souvent. Là. Honnêtement, j'ai joué avec des gars que j'avais dans mon fantasy. Oui, parce que des fois, receveur, c'est plus rare un peu. Tu sais, Chad Johnson a une passe de toucher dans l'histoire des Alouettes. Lui, il était venu faire le party. Lui, il a aimé son été au Québec, là, et on peut le lire, puis il suit encore la Ligue canadienne. Mais
vous avez souvent des gardes, des secondaires, Oui. des joueurs de ligne défensive qui ont fait des gros salaires qui jouent dans la ligue. Ah oui, vraiment. Tu sais, j'ai joué avec un Trent Richardson quand j'étais à Saskatchewan. Trent Richardson, il est venu. Trey Mason. Tu sais, c'est tous des gars qui ont perduré dans la NFL puis qui sont venus. Puis ils pensaient venir faire de l'argent facile puis tout casser. Puis ils ont réalisé qu'on savait jouer au football. Puis il y en a même une couple qui n'ont pas été capables de rester ou qui n'ont pas fait l'équipe. Tu sais, dans les camps d'entraînement, souvent, on se fait... Tu sais, il y a des Américains qui viennent puis qui veulent venir faire l'organisation. Puis finalement, ils réalisent que ils savent jouer au football. C'est pas le même football qu'on a mentionné parce qu'un linebacker, un middle linebacker dans CFL, tu sais, honnêtement, en 2,30, 2,40, c'est comme dans les max que tu peux peser parce qu'il faut souvent te déplacer d'un bord de ligne à l'autre parce que le terrain, il est grand puis il est large. Tandis que là, dans la NFL, tu peux avoir un gars à 2,55, un gars à 2,60, un Mike Backer, puis il est capable de se déplacer, mais les lignes sont tellement rapprochées, puis c'est tellement plus de courses. C'est un monde de différence. Fait que je pense que les gars ils ont plus de difficultés à s'adapter par rapport à ça. Là. Je veux qu'on parle du passage de Sherbrooke au football professionnel. Comment tout ça s'est passé? As-tu été repêché? Comment les coulisses de tout ça? Plus difficile, honnêtement. Okay. J'ai fait une conférence là-dessus dans les écoles là, par rapport au parcours, parce que souvent, on se dit « Ah, Alexandre Gagné, 9 ans dans la Ligue, maîtrise en finance, tout a été facile. » Mais la réalité, c'est que tout le processus derrière la scène, avec l'école, avec le football, ça a été plus rocambolesque. Okay. J'ai pas été repêché. Mon agent que j'avais dans le temps m'avait lâché 2 semaines avant les combines. Avant les tests physiques, 2 semaines avant, je me présentais au combine. Pas d'agent. Pas tout le monde qui a Sacha Gavani dans son entourage. Bien, c'est ça. Puis ça a donné que j'ai côtoyé Sacha avec un ami qui est allé au cégep avec Sacha. Puis il a donné mon nom. Puis Sacha, on s'est parlé. Il dit honnêtement, il te reste une 5e année, tu t'es pas fait repêcher. Ça va être dur. Ça va être dur, mais on va travailler ensemble. Tu es un gars qui travaille bien. Tu es le genre de gars avec qui je veux travailler. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Puis finalement, on se retrouve. Puis tu sais, finalement, qu'est-ce qui est ironique, c'est que les Alouettes m'avaient donné une chance. Puis pendant comme un petit workout. Puis on m'avait dit, puis là, souvent, je le taquine, là, mais Éric Deslauriers, il avait dit à mon agent, il dit « Il est bon, il est vraiment bon, on aime son film, mais je pense pas qu'il va être capable de perdurer dans la Ligue. » Fait que là, après ça, j'ai réussi à faire les mini-camps. Là, maintenant, c'est plus légal, là, mais les mini-camps en Saskatchewan, en Floride. Puis là, j'ai réussi à avoir mon entrée par la porte d'en arrière. Puis là, ça a donné que j'ai re-signé avec les Alouettes, puis Éric était là. Tu mis dans la face un peu? Bien, on s'est dit en taquinant, là, puis que, tu sais, 9 ans plus tard, on est capable d'en rire. Là. Ouais. Le fameux, je le dis, moi, je m'occupe un peu de hockey féminin de haut niveau, là, du 3A, puis tout ça. Puis des fois, quand t'es pas repêché, ben t'es pas pris par Team Québec ou des choses comme ça. Je leur dis toujours, c'est un anglicisme, mais prove them wrong. C'est un peu ça aussi, d'essayer de prouver. C'est pas tout le monde qui a ça en dedans de soi, là, mais c'est de prouver aux gens que, regardez, moi, je crois en moi, puis je suis capable de faire les étapes. Là. Vraiment. Puis, tu sais, la réalité, c'est que moi, à tout jamais, en fait, je ne pourrais jamais dire que je me suis fait repêcher. J'ai jamais vécu le moment de se dire... Voir ton nom. Voir ton nom, une équipe qui te choisit. Fait ça reste tout le temps dans ta tête, puis c'est rendu ancré dans ma façon de jouer, dans ma façon de m'entraîner, dans ma façon de me préparer. D'être un être humain aussi. D'être un être humain conventionnel, puis de vivre des déceptions, puis que c'est pas vrai c'est juste des highs, puis tout est extraordinaire, puis on vit des déceptions, on vit des remises en question, puis c'est normal, puis ça fait en sorte que tu apprécies encore plus des Coupes Grey. Ouais. Tu sais, on parlait tantôt... dans le sens qu'on ne fera pas de politique. Là, le Canada n'a jamais été aussi uni qu'il l'est actuellement, mais un petit gars qui sort de l'Université de Sherbrooke, qui te ramasses en Saskatchewan, à un moment donné, on va se le dire, c'est des paysans aussi. C'est des paysans, puis surtout de la façon que ça a été fait, c'est que après le camp, ils m'ont retourné à la maison, puis la semaine 1 de la pratique, c'était pour garder plus de joueurs sur l'actif. Fait ils m'ont retourné à la maison, puis la première semaine d'activité était à Montréal. Fait qu'ils m'ont dit, après la game, viens à la game, puis après la game, on va te ramener en Saskatchewan. Mais nous, notre camp est à Saskatoon, mais notre stade est à Regina. Fait qu'on fait tout le camp à Saskatoon. Là, les Rough Riders jouent à Montréal. J'embarque dans l'avion. On revient après la partie. Il est 4 heures du matin. Je me fais déposer un dortoir de Regina, une ville que je suis jamais allé. Il y avait littéralement aucun Québécois en plus. Fait que je me réveille dans mon dortoir le lendemain matin puis je fais... Bon, je fais quoi? C'est comme la prochaine chose, je pense que c'était comme le lendemain, puis j'avais comme 24 heures de libre. Fait que tu repenses à toutes tes affaires, tu te dis, hey, même je suis un adulte, je me retrouve tout seul, avec pas personne, pas d'auto, pas de connaissances. T'étais pas dans un 5 étoiles non plus, on s'entend? Non, c'est ça. C'était un beau lit simple dans un dortoir universitaire en attendant qu'on se trouve nos appartements. Là. Fait que tu prends ton 2 minutes à un moment donné, puis tu fais, OK, bon, là, on va se stabiliser, on va retrouver nos repères. Là. Parle-nous de ton arrivée avec les Alouettes. On s'entend, un footballeur québécois, son rêve, le joueur de hockey qui joue pour le Canadien, jouer pour les Alouettes. Comment ça s'est fait, tout ça, puis ta réaction?
Ça a super bien fait, honnêtement. Je m'en doutais que j'ai une femme, j'ai des enfants, ce qui fait en sorte que moi, mon désir, c'était de revenir jouer à Montréal pour être capable d'avoir une vie un peu plus conventionnelle. Ouais. Avoir, oui, le rêve de jouer au football professionnel, mais de le vivre aussi avec ma famille. Que ça, c'était super important. Fait que en sachant que je devenais agent libre, c'est sûr que moi, de mon côté, avec mon agent, je voulais qu'on tente priorisait Montréal. Donc, tu sais, c'est une chose qui était super importante pour moi. Puis, moi, j'ai connu les meilleures années des Alouettes là, avec Anthony Calvillo, puis les Ben Cahoon, puis les Mike Pringle, puis, tu sais, les Richardson, les A.J. Green. Ah, ouais. Fait, c'était une force de la nature. Puis, quand moi, j'ai intégré la Ligue, mais c'était un peu les histoires plus noires des Alouettes de Montréal. Fait que moi, au début, je disais, bien, les Alouettes, tu vas là pour terminer ta carrière. Parce que tu vas là 2 ans, tu te fais pas mettre en valeur parce que le coaching était moins bon ou l'équipe perdait constamment. Puis bien, ça faisait en sorte que tu n'avais plus de contrat. Ouais. Bien là, quand je suis arrivé, quand j'étais agent libre, bien, Danny avait pris le poste. Puis moi, je savais qu'est-ce que Danny avait créé à l'Université de Montréal, qu'il allait arriver. Puis c'est un architecte organisationnel. Quelle tête de football. Ah oui. Puis, tête de football, mais une tête aussi de business pour vraiment structurer, choisir les bonnes personnes, les bons êtres humains, puis les mettre dans la bonne chaise. C'est super important pour lui. Puis je pense que j'ai signé en même temps. Lui, il savait qu'est-ce qu'il y avait en moi parce que j'avais joué 5 ans contre lui à l'Université de Montréal. Mais moi, je savais aussi dans quel bateau que je m'embarquais puis qu'il n'était pas là pour perdre. Ouais. On va s'arrêter tout de suite. Il reste 2 minutes, mais je veux qu'on prenne plus de temps lors du dernier bloc parce que je veux qu'on revienne sur cette fameuse renaissance des Alouettes parce que tu y as vécu. Changement de propriétaire, changement de DG, l'arrivée de Coach Maas, ton arrivée également. Ça s'est terminé avec une belle boîte. Puis il y a eu un sentiment, je suis un maniaque de sport, Alex, honnêtement, puis les Alouettes, pour moi, c'est ancré autant que le Canadien, puis ma blonde le sait, je manque pas de match. Mais avant, à un moment donné, la défaite était rendue ancrée, puis mais je peux te dire quelque chose, la défaite contre les Argonauts m'a fait mal. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé chez les Alouettes de Montréal. Je veux qu'on en reparle au retour, parce que c'est la preuve comme quoi que vous êtes revenus à l'avant-scène du sport montréalais, puis je trouve ça le fun également. Donc, on s'arrête, et au retour, on poursuit avec Alex, bougez pas. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour à Sport Express. C'est vrai qu'après, on en parlait avant la pause, mais peut-être que les Alouettes avaient mal préparé l'après Anthony Calvillo, on va se le dire. Un peu comme le Canadien, l'après Patrick Roy. Il y a eu José Théodore, mais ça a été long. Je suis un fan des Dolphins, je reviens là-dessus, mais l'après Dan Marino. C'est difficile, d'après ça, de garder un certain standard. Et tu l'as dit, là, les années 2015 jusqu'à 2022, là, chez les Alouettes, c'était pas évident. Pénible. Pourtant, c'est une belle ville. Et puis là, tu te dis, attends une minute, là, oui, ils ont des belles installations à Winnipeg puis en Saskatchewan, mais voir que tu vas aller jouer à Winnipeg au football, tu sais, à la limite, Colombie-Britannique puis Calgary, tu te dis, c'est des belles grandes villes, il y a de quoi en faire. Ben, Winnipeg, les soirées sont longues. Là. Quand vous arrivez là, la veille, là, je pense que madame peut dormir tranquille. Il ne se passe pas grand-chose. On s'entend là-dessus. Il n'y a pas de danger. Moi, pour y avoir été quelques fois, là, non, OK? Mais quand tu veux pas venir jouer à Montréal, c'est parce que le club est... On s'entend, je pense que c'est une des plus belles villes en Amérique tout court. Ouais. Arrive Pierre-Carl Pelado, qui est on va se le dire, qui est un personnage polarisant, mais qui est quelqu'un qui a ses convictions, qui sait où il s'en va, qui est un homme d'affaires reconnu mondialement. Moi, ce que j'aime chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui fait réagir. Puis je pense que Pierre-Carl Pelado, c'est un homme qui fait réagir. Mais il a donné carte blanche à un gars comme Danny Maciocia. Ouais. À quel point, mais puis on s'en fout, il peut regarder l'émission, mais à quel point ça a changé le visage des Alouettes, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Là. Ça change, honnêtement, ça a changé du tout au tout. Tant dans le vestiaire que dans l'ensemble de l'organisation que dans la communauté. On avait l'impression que rien n'était laissé au hasard. Tu sais, ça doit être aussi niaiseux que des vols d'avion. L'avion qu'on prenait. Aussi niaiseux que les hôtels dans lesquels on était bookés. Puis vous avez un avion peinturé aux couleurs des Alouettes. Maintenant, le Canadien l'utilise souvent aussi. Là. OK. Oui, le Canadien l'utilise. Je ne savais même pas qu'il était utilisé aussi, mais oui, on l'a notre avion. Puis, tu sais, même là, elle est plus grosse que qu'est-ce qu'on pouvait utiliser dans le passé. Donc, tu sais, c'est plein les repas qui nous sont servis, la façon qu'on est traité, les gears, excusez-moi, je veux le mot en français, là, mais les uniformes, les chandails. Tu sais, là, on a réussi à avoir le chandail rétro de 1974 que je pense que tout le monde a adoré puis que c'est une année dans le vestiaire qu'on aimerait ça le revoir. Là. L'uniforme rouge, tu sais, c'est plein d'affaires qui sont le fun pour les partisans puis qui sont capables de s'accrocher à différentes choses. Puis c'est pas tout le temps les mêmes Alouettes plaines qu'on voit à chaque semaine. Là. C'est vrai. Non, mais vraiment. Et là, arrive Pierre-Carl Pelado, arrive Danny Maciocia qui
a fait des miracles. On s'entend, il y a eu quoi, quasiment 3 semaines pour faire son équipe. Là. On va se dire les vraies choses. Amène un gars comme Jason Maas. Un gars comme Jason Maas qui a travaillé sur lui-même. Il a dit que c'était colérique. Peut-être des coches sur les lignes de côté. Faites juste aller sur YouTube. Vous allez en avoir des mémorables. À quel point ce gars-là aussi dans la chambre, c'est un rassembleur. C'est incroyable. Ah, vraiment. C'est le côté humain. Puis, tu sais, Danny le connaissait Jason Maas, puis il savait qui embarquait dans l'organisation. Puis, c'est le côté humain, le côté famille. Puis, je vais vous donner des exemples. Jason, il ne provient pas de Montréal, mais sa famille vient le voir continuellement. Puis, son garçon, Bear, son gars, il s'appelle Bear Moss, puis il est là dans le vestiaire, puis il joue au pickleball avec nous, parce qu'on a un terrain de pickleball dans le vestiaire. Il joue au pickleball avec nous, il vient dans les salles de meeting, il vient dans nos pratiques. Ça fait en sorte que c'est comme si on avait un petit frère avec nous, puis lui, continuellement, il a juste envie de passer du temps avec nous, mais on intègre la famille. Aussi niaiseux que ma femme est courtier immobilier chez Engel Volkers, puis c'est la partenaire officielle des Alouettes de Montréal en tant que courtier immobilier. Donc ça, on intègre la famille dans tout ça, puis elle s'occupe des joueurs en immobilier, puis elle s'occupe de l'organisation. Toutes les familles sont les bienvenues. On a des journées famille, ils peuvent venir sur le terrain, on joue avec les enfants de nos coéquipiers. Ça fait juste en sorte qu'on se réunit tout le monde ensemble. On a vraiment l'impression d'être une grande famille dans le monde professionnel, que des fois, on le sait, que d'une année à l'autre, bien, tu peux être parti, ou d'une semaine à l'autre, il y a un joueur qui peut être parti, mais au moins, on se retrouve sensiblement à un moment de famille. Là. Je pense quelque chose qui a apporté aussi, qu'on a vu beaucoup dans les médias, c'est le fait francophone, qu'on est une ville, on est au Québec, on est francophone. La majorité des spectateurs sont francophones. Il y a des joueurs francophones. C'est toi, quoi, Marc-Antoine, il y en a d'autres. Son chandail, mais qui est LCF sur le côté, voilà. pas Mais CFL. ce que je veux dire, c'est que le gars ne vient pas d'ici, puis on l'entend dans le vestiaire se forcer pour essayer de parler français. Oui, puis il dit, puis il répète continuellement. C'est pas une affaire qu'on dit une fois devant la caméra, puis après ça, on n'en parle plus. C'est continuellement, à chaque semaine. Pas pour le show, là. Pas pour le show. Des fois, c'est à vestiaire, les portes fermées, puis il nous en parle, puis il dit... C'est le premier message qui est véhiculé, c'est ici, vous allez voir, les gens ne parlent pas la même langue que de où vous venez. Là. Fait qu'on parle français, puis l'importance du français. Puis il donne l'application Duolingo pour apprendre le français. Puis il demande au gars, t'es rendu où? À chaque nouveau joueur qui doit rentrer, il doit dire sa position en français puis son numéro en français. Puis c'est important à le dire. Quand on rentre dans la gate, tous les joueurs, puis sans même que les gars le surveillent, mais à chaque fois qu'on traverse la gate, il faut dire notre numéro. Mais les gars, ils le disent aux gardiens, ils le disent en français. Fait que, tu sais, c'est aussi niaiseux que ça, puis ils apprennent Ils ont du fun avec le français, là. C'est pas nécessairement d'être dur sur les gars, mais ils apprennent, ils ont du fun, ils essaient de dire des mots. Surtout avec vous autres, les Québécois, ça doit être... Bien, c'est ça, il y a des on petits essaie jokes qui se d'échanger, font. on s'échange, puis on rit beaucoup par rapport à tout ça. On n'est pas dans la même sphère politique qu'aux États-Unis, puis je veux pas faire de politique non plus, puis ta femme est bien assise l'autre bord. C'est elle qui jase avec les autres femmes de joueurs, puis je regarde Austin Mack qui, sa conjointe, a décidé, regarde, sais-tu quoi, nous, on va rester à Montréal parce que je me sens en sécurité, j'aime la ville. À quel point ça jase que les gens sont contents, au-delà des Alouettes, de voir justement qu'ici, bien, peu importe la couleur de ta peau, tu vas aller au dépanneur, tu vas être bien accueilli au même titre que si tu étais blanc, noir ou peu. Tu sais, ça a une importance pour eux autres. C'est sûr, ça a une importance. On sait l'amour que les partisans de Montréal, tout sport confondu, ont un désir d'aimer leur... Nous, notre job, c'est juste de mettre un produit sur le terrain. Puis la seule chose que les partisans aspirent, c'est de nous aimer. Ils veulent nous aimer. Fait en mettant un produit qui est potable sur le terrain, qui gagne, puis qui montre qu'à toutes les parties, bien, crime, on donne notre corps et âme sur le terrain. C'est juste ça qu'ils demandent. Puis après ça, bien, les gars, ils leur reçoivent l'amour, là, puis ils le ressentent, puis ils veulent leur donner. Puis je pense que cet hiver, il n'y a jamais eu autant de joueurs non québécois qui sont restés à Montréal pour s'entraîner avec l'équipe, pour continuer à vivre cette culture-là. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des gars qui, même après la Coupe Grey, auraient pu se faire payer beaucoup plus pour aller ailleurs. Mais ils ont un désir de rester à Montréal pour le vestiaire, pour la culture, pour la ville. Puis c'est super important. Puis je pense que c'est ça qui fait aussi en partie notre succès. Là. Avant qu'on rentre dans la Coupe Grey, je veux absolument te lancer. On en parlait tantôt hors d'onde. À la base, tu es un étudiant athlète. Hein? Tu étais à l'université, tu as fait le cégep université, tu as une maîtrise en finance. On le disait, tu pourrais vivre de ton sport. Oui, tu viens de signer un contrat. Félicitations pour ton nouveau contrat. Mais tu as un autre emploi. Donc, pendant la saison morte, tu travailles pour Desjardins, c'est ça? Oui, pendant la saison morte, je travaille chez Desjardins, qui est service signature, qui est comme les plus gros portefeuilles des Desjardins. Fait que je suis gestionnaire en patrimoine. Fait que j'ai mes clients, j'ai une équipe qui travaille avec moi. Puis cet employeur-là me permet, puis ma gestionnaire me permet
de jumeler les deux. Parce que ça reste que c'est pas évident de... Je travaille 6 mois, l'autre 6 mois par année, oui, je réponds à des courriels, oui, je réponds à des messages textes, mais pendant la saison, je rencontre pas de clients. Là. Ouais. Donc, tu sais, moi, avoir cette organisation-là qui me permet de jumeler les deux, ça fait en sorte que je peux pas être plus reconnaissant envers Desjardins puis de vouloir leur redonner par la suite. Là. Tu peux pas régler une gestion de portefeuille à la demi là, pendant un match, on s'entend? Mais tu sais, j'ai des collègues extraordinaires qui m'aident, qui me supportent aussi à travers tout ça, puis qui me permettent justement de jumeler les deux. Tu sais, on s'entend, vous ne faites pas des millions, puis est-ce que tu as des joueurs, des fois, dans la chambre, qui disent « Hey, sais-tu, moi, j'aurais un petit 10 000, tu peux-tu m'aider? » Est-ce que tu réfères, des fois, sans vouloir... Je donne des certains conseils, pas nécessairement des conseils de placement, mais de fiscalité. Puis la réalité, c'est que Jason Moss, justement, pour apprendre la proximité des gars, bien, à chaque semaine, ou grosso modo, à chaque 2 semaines, il y a un gars qui vient faire une présentation sur lui, qu'est-ce qui le passionne dans la vie. Okay. Puis moi, j'ai fait une présentation, c'était censé être 10 minutes. Finalement, ça a duré une demi-heure sur la finance personnelle. Mais là, j'y allais sur finance personnelle des Canadiens, finance personnelle des Américains. Puis qu'est-ce qui est important de faire, puis à quoi qu'ils doivent regarder puis pas regarder, parce que c'est un manquement qu'on a dans notre système d'éducation, c'est la finance personnelle. Moi, mon background, c'est une maîtrise en finance corporative. Mais la finance personnelle, c'est super important. Puis les gars arrivent, puis... ils ont 20 ans, 22, 23, mais c'est là que c'est important de commencer. Puis ça va tellement faire des beaux projets pour plus tard que s'ils l'instaurent là, je pense que c'est super pertinent. Parce que souvent, ils viennent me poser des questions là, par rapport à la finance. Parce que souvent, dans la NFL, même si tu n'es pas un superstar, je pense que le salaire minimum est comme 7, 8, 900 000 US. Ouais. Tu gagnes quand même relativement bien ta vie. Tandis qu'au football canadien, la majorité vont gagner 100, 150, 200. Oups, tu as un carrière qui fait beaucoup plus d'argent, puis tu as un coach, Jason, on s'entend. Les coachs sont quand même très bien payés dans la Ligue canadienne. Fait il y a quand même un petit débalancement. Alors, c'est important de bien mettre son argent de côté. Là. Ouais. Je veux qu'on parle de la finale de l'Est de la saison où vous avez remporté la Coupe Grey. Écoute, ça a été viral, le speech, le discours que tu as fait dans la chambre des joueurs. On a le lien, on l'écoute, puis on te revient avec ça. Génial. No, talk that. There's 99% of that population in Canada thinks that we're going to lose, man. We only got 1%. Guess what? We're that percent, man. All we need is that 1%, man. This season was pretty nice. 60 victories, that's pretty nice. But be unfortunate that you lose it right now. You guys were off. You guys took some days off for the past 6 weeks. We've been in playoffs for the past weeks, man. We've been in that moment, man. Let's go. Let's fight. Let's fight. Let's fight this fight. Man. I just got something to say, man. We are that 1%. Question de même, je sais pas si t'es un gars de théâtre, t'es un gars qui a fait de l'improvisation dans la vie, mais est-ce que c'était scripté? C'est arrivé comme ça? Toutes mes speeches sont pas scriptés. Honnêtement, tout ce que j'ai fait, là, c'est pas scripté. C'est souvent, je prends ce qui a été dit ou fait pendant la semaine, puis souvent, moi, ça m'auto-motive, puis après ça, je fais juste le vulgariser au gars avec une certaine pensée structurée un peu plus que qu'est-ce que je me passe dans ma tête. Là. Mais je suis un gars super intense, émotionnel, puis je pense que c'est ça que outre les mots qui sont dits, c'est vraiment la passion puis l'intensité qu'ils ressentent. Puis je pense que ça donne le petit coup de pouce au gars pour bien commencer une partie. Si tu rendu un running gag sans dire que c'est une joke, là, ton discours, mais est-ce que les gars s'attendent à ce que Alex Gagné va prendre la parole peut-être en début de match à la demi pour motiver les troupes? Ça a commencé quand on a gagné la Coupe Grey. Fait que, en fait, dans notre série de victoires consécutives, ça donne avec quand est-ce que j'ai commencé à faire un peu plus de speech, prendre la parole. Jamais je vais m'accorder ces victoires-là ou quoi que ce soit par rapport au speech. Là, c'est peut-être juste 0,5 % de qu'est-ce que ça a valu sur le terrain. Mais par la suite, puis j'en ai discuté, puis j'étais comme, je veux pas que ça devienne... Je suis pas là pour voler le show à personne. Je veux pas que ça soit centré sur juste moi, ma personne, puis moi, qu'est-ce que j'ai à dire. Mais ça s'est juste fait de façon automatique, un match de pré-saison. Puis après ça, ça a donné que je l'ai fait à toutes les parties. C'est comme si maintenant, on s'attend à ce que je sorte un discours puis je dois me renouveler à chaque semaine. Mais c'est quelque chose que j'apprécie. Puis si je suis capable de contribuer à la victoire des Alouettes de cette façon-là, en l'organisation, ça me fait juste plaisir. Belle preuve de leadership aussi. Ouais. Vraiment. Ce match de la Coupe Grey-là a été un des meilleurs matchs de football. Je pense que tu dois encore le regarder aujourd'hui. Tu dois être encore stressé puis tu sais que tu vas gagner à la fin. Mais ça a été, comparativement à la dernière, au dernier Super Bowl, ça a été un match enlevant. Vous perdiez, vous êtes revenu de l'arrière. Moi, je me souviens encore très bien d'être dans mon salon au fameux 3-2 qui a décidé de faire la passe sur les lignes de côté. C'était à... C'était qui, c'est ça? Non, c'était à Speaker. À Speaker, Cole Speaker. Et j'ai vraiment lâché un. Mais il s'en va où, lui, avec sa passe sur les lignes de côté?
Ça a été un catch extraordinaire. Est-ce qu'il y a eu un moment dans le match, justement, où vous vous êtes dit, nous, on est invincibles. Peu importe ce qu'on va faire dans ce match-là, ça va fonctionner. Des gros catchs d'Austin Mack, Phil Pott dans la zone début. Marc-Antoine, les interceptions. Exact. C'est fou comment, en deuxième moitié de match, ça a roulé pour vous autres. C'est incroyable. Oui, puis c'est là qu'on voit vraiment la structure de l'organisation puis comment on se sent comme une famille. À force de passer du temps ensemble, à force de se côtoyer puis de parler de d'autres choses que du football, ça fait en sorte qu'on se souviendra juste avant la mi-temps, c'était 1er et 2 verges pour rentrer dans la zone début. Puis, on s'entend en football canadien, c'est censé être donné une verge. Là, on a 3 essais pour faire 2 verges. Puis on a fini par ne pas rentrer. Et eux étaient sur un high, parce que je vois encore les gens dans la zone début célébrer. Eux étaient sur un high, puis la demi s'est terminée sur ce jeu-là. Puis la réalité, c'est qu'en tant que vétéran, on le sait que des erreurs cruciaux comme ça te fait perdre une Coupe Grey. Ça te fait perdre un championnat. Mais on est rentré dans le vestiaire, puis ça aurait été facile de s'envoyer chier. Que les joueurs défensifs envoient chier la ligne offensive. Comment ça, vous n'avez pas réussi à les faire rentrer? Réveillez-vous, on est en train de tout faire, puis vous ne faites rien, vous aviez juste un job. Puis... Mais c'était pas ça dans le vestiaire des Alouettes. Au contraire, on s'est tous rassemblés, on s'est motivés, on était là pour résoudre un problème, trouver des solutions pour venir encore plus fort. Puis ça fait juste démontrer qu'on le sait que le gars à côté de nous, il est là pour donner son 110 %. J'ai confiance au gars à côté de moi. Ça fait en sorte qu'on a été capable de revenir. Mais nous aussi, sur la passe 3e et 2 à cause speaker, je ne vous cacherai pas que sur les lignes de côté, on a juste vu la balle partir, on a fait « Ah non ». Ben oui, écoute. on le savait, c'était une balle loin, là. On était comme « Ah non ». Puis speaker, j'en ai parlé dans le documentaire qui a été fait sur les Alouettes. Mais Cole Speaker, c'était un gars qui a été trouvé dans le camp d'entraînement, dans un camp aux États-Unis. C'est pas lui qui a eu la plus grosse carrière universitaire, il faut se le dire. Non, il sortait de nulle part. Il travaillait genre chez, puis là, je me trompe peut-être compagnie, mais chez UPS. Exact, oui. Fait que, tu sais, puis il a été trouvé par les Alouettes. Bon, il a dit, je vais donner une dernière shot au football. Puis ça a donné qu'il nous a donné un gros jeu comme ça, là. Et ça a donné ce qu'il y a à l'intérieur de ta boîte. Il reste une minute, mais je veux que tu la montres. Ah ouais. Regarde ça, juste peut-être la mettre en 45 devant, comme ça ici, les gens. Et là, il y a une vidéo qui part, qui est comme un recap de votre saison qui ont mené à la Coupe Grey. En terminant, vous avez eu la Coupe Grey, vous avez eu un début de saison extraordinaire. Des blessures, ça s'est terminé. Petit coït interrompu à domicile contre les Argonauts. Encore là, on était une gang de chums à la maison. Je les ai regardés, je me suis dit, c'est drôle, hein? Mais je la donne pas, mais il faut quasiment ramener la Coupe Grey en 2025 à Montréal. Pourquoi? Parce que je pense que cette défaite-là a tellement fait mal que vous allez être extrêmement dangereux cette saison. C'est moi ou c'est un peu le feeling oui, que vous définitivement. avez? Parce que là, on a vécu le plus beau sentiment au monde en gagnant la Coupe Grey. Puis on a vraiment vécu une des plus grandes déceptions au monde en se rendant pas à la Coupe Grey puis en la donnant en plus aux Argos. Donc, tu sais, je pense que ça fait en sorte de... Mais crème, on peut vraiment rien prendre pour acquis, surtout en plus, la façon qu'on l'a perdu en échappant le ballon aussi souvent, en leur donnant. Puis ça fait juste montrer la résilience des Alouettes parce que la réalité, c'est qu'on aurait pu quand même gagner cette partie-là en fin de partie. Là, on a eu la chance d'être encore dans le match malgré qu'on leur a donné le ballon 5 fois. Puis en plus, sans vouloir être plate, mais je suis convaincu que les Alouettes, même si vous aviez joué un match, là, je dis ordinaire, je suis qui, moi, dans mon salon, c'est ça, mais vous avez fait des revirements et tout ça, mais si vous étiez venu qu'à gagner ce match-là, j'ai un feeling que vous auriez gagné encore la Coupe Grey parce que je pense que vous auriez mieux joué que les Argonauts. Mais c'est peut-être ce petit pas-là qui va faire que vous allez peut-être devenir une dynastie pour les prochaines équipes. J'ai l'impression qu'elle a fait mal. Tu l'as dit tantôt, les gars ont resté à Montréal pendant la saison morte. C'est un signe, ça. C'est un signe. Alex? Oh, excuse-moi. Non, vas-y. Mais elle va être retenue, en fait, dans le vestiaire. Je pense que continuellement, on va revenir sur, pendant les pratiques, quand faut s'en rappeler, celle-là. Tu tiens pas comme un petit pain chaud. Prends soin du ballon. Prends-le pour de vrai parce qu'on a perdu une Coupe Grey à cause de ça. Voilà. Alex, un gros merci. Merci énormément. Merci ça fait longtemps que François et moi, on tape sur scolaire, école, sport. Pas été repêché. Je pense que t'es... Les jeunes qui nous regardent. Là. Vraiment. Quel exemple. Regarde, le gars a une maîtrise en finance, joue au football professionnel, beau langage, beau verve. Ah non, écoute. C'est gentil. Je suis jaloux, Alex. On a le même prénom. Ça. C'est vrai. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, tu sais qu'est-ce qui... c'est NASCAR? Richard est tellement content. C'est son Daytona 500. Toi aussi, hein? On va en parler 3 secondes au retour. Bougez pas. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste
apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Hey François, avant de parler de NASCAR, moi, je t'ai déjà rendu à la toute fin, là, mais quelle entrevue avec Alexandre? Ah, écoute. C'est assez sympathique. Un être humain, un vrai de vrai. Non, arrête, là. Non, mais tu sais, Je sais. on en voit beaucoup, Alex. On a reçu beaucoup de personnalités, de joueurs professionnels. Je dois te dire qu'Alex est au top de la liste. Oh, oui, monsieur. Ouais. Moi, François, les deux dernières relâches, disons ça comme ça, je les ai passés dans Kamouraska et en Estrie. C'était les Jeux du Québec. À cause de la COVID et tout ça, Oui. il n'y a pas eu de Jeux du Québec en 2022. Ça a été repris en 2023. Donc, on était à Kamouraska. Deux à Rivière-du-Loup. En 2024, c'était en Estrie. Et cette année, pas de Jeux du Québec. De toute façon, ma fille est rendue trop vieille. Alors là, il faut que je me trouve des activités à faire. Chef. Puis honnêtement, tu sais, on a reçu le club de motoneige récemment. C'est un hiver qui, là, bon... So-so. Nous, on tourne le mardi, vous le savez. Là, si on écoute Mère Nature, il risque d'en tomber pas à peu près. Alors, les activités extérieures avec la neige, on va pouvoir en faire, mais c'est un drôle de temps là, depuis le début de l'hiver. Il pleut, il neige, il fait froid. J'ai envie qu'on fasse de belles activités intérieures. Et il y en a une là-dedans qui me titille pas mal parce que je voyage dans ce coin-là, Beauharnois et tout ça. C'est la fameuse centrale hydroélectrique. C'est gros quand on passe par-dessus le pont qui est immense. On le voit. Je savais même pas qu'on pouvait visiter ça, Chuck. On peut visiter ça. Puis écoute, Alex, juste pour mettre les gens dans le contexte, je travaille à la base à Tourisme Montérégie. Donc, de suggérer des activités, ça fait partie un peu de notre mission également. Puis on s'est dit que présentement, à ce temps-ci de l'année, les gens sont en train de prévoir un peu la semaine de relâche. Tu l'as dit. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis souvent, on n'a pas le réflexe de dire, hey, dans notre région, on a plein de trucs à faire. Hein? Des fois, on se dit, il faut qu'on change de région, il faut payer des hôtels. Ben non, on a un beau terrain de jeu. Tu l'as dit, centrale hydroélectrique de Beauharnois, on passe à côté en voiture souvent. Je savais même pas qu'on pouvait le visiter, tu vois. Écoute, c'est 1 kilomètre de long qu'on peut visiter. C'est l'une des plus grandes centrales hydroélectriques au monde qu'on a la chance d'avoir du côté de Beauharnois. Écoute, construite dans les années 1930, même architecture. On peut aller visiter ça. Il y a un guide qui va vous prendre en charge et vraiment va vous expliquer le concept d'une centrale hydroélectrique. Alors, c'est vraiment une belle activité. Là, je m'avance. Je pense que c'est ça. Allez vérifier. Mais je pense que c'est gratuit, Alex, aller faire la visite. Alors, je pense que tu vas mettre ça sur ta to-do. Oh oui, monsieur. Et tant qu'à être là, tu as aussi bien de continuer à Valleyfield. C'est pas très loin. Oui. Parle-moi un peu du musée de la Société des Deux-Rives. Ça aussi, c'est un autre... On dirait que ça s'est perdu avec le temps. Tu dis aux enfants, venez, on va aller dans un musée. Ah, ça me tente pas. Encore une fois, c'est plein de richesses dans un musée. Oui, puis dans le coin de Salaberry de Valleyfield, le textile est à l'honneur. Écoute, c'est l'histoire du textile. Ça a commencé là au Québec. Tu travailles dans le vêtement, toi, en plus? Oui, je travaille dans le vêtement. Tu étais un de mes bons clients chez Simons. Ouais. Là, écoute, ça fait combien de temps, ça, Alex? Pas très longtemps. Ça fait une vingtaine d'années. Valérie Sardin a le temps d'être Oui, Valérie était là. maintenant. Ça fait une vingtaine d'années et plus. Écoute, c'est plus de 180 ans d'histoire par rapport au textile que les gens vont avoir la chance de découvrir au Musée de Société des Deux-Rives. Alors, tant qu'aller faire un tour dans le coin de Salaberry, de Valleyfield, Beauharnois, aller faire un tour au musée. Et la prochaine suggestion, Alex, tu vas voir c'est quoi? C'est pour les papilles gustatives. La petite grange, oui, ça, c'est... Écoute, chocolaterie, boulangerie, Quand j'ai vu ça, j'ai fait... pâtisserie artisanale, on peut aller manger un bon sandwich. Alors, c'est vraiment un endroit... J'ai commencé à m'entraîner, moi, là. Oui, mais ça paraît. Écoute, il me semble que... Ah, écoute, j'ai perdu 3 livres. C'est les 3 premiers livres d'Harry Potter. Ouais. Ah, ben c'est ça. Mais je te trouve svelte. Écoute, j'aimerais ça qu'on rentre, Alex, dans les activités un peu plus sportives. Là, B-Fly, ça, je l'ai fait, moi, avec Oui, mais on va en parler tantôt de B-Fly. Parfait, Je veux qu'on parle parce que, oui, on a le pôle de la Rive-Sud qui est, entre autres, Brossard, Longueuil, ville que tu connais bien, Saint-Bruno. Es-tu sérieux? Ah oui, c'est une pôle? Ben écoute, c'est... À cause du Mont-Saint-Bruno, tu vas me dire? Saint-Bruno, dans un pôle touristique. OK. Parce que spa. presque sous un même toit, tu as la montagne pour aller faire du ski, tu as le parc national, tu as le spa, tu as des bons restaurants du côté de Saint-Bruno. Alors, c'est rendu un pôle touristique important. Et je veux parler un petit peu de la montagne de ski Saint-Bruno. On avait déjà reçu Michel Couture, qui a vendu maintenant. Ouais, c'est ça, Salutations au nouveau propriétaire de la montagne. Mais ce qui est intéressant avec la montagne de Saint-Bruno, Alex, tu sais, nous, en Montérégie, on se dit, on n'a pas de Mont-Tremblant, on n'a pas de Mont-Orford, on n'a pas de Mont-Sainte-Anne où on peut aller descendre longtemps. On n'a pas de massif. Par contre, où tu viens apprendre le ski alpin au Québec? À Saint-Bruno. Saint-Bruno-Rigaud. Ouais. On a les deux montagnes pour apprendre le ski. On a tendance à l'oublier. Absolument. C'est dans le coin de Salaberry de Valleyfield, justement. Donc, on peut l'ajouter au parcours. Mais ce qui est le fun avec Ski Saint-Bruno, c'est qu'il y a des beaux forfaits
qu'on te fournit l'équipement. Tu as ta leçon de ski. Ouais. Il y a même un parcours où tu peux apprendre par toi-même un peu comment skier, apprendre les bases. Et tu as ton billet de ski pour aller skier. Et c'est abordable. Ce qui est le fun aussi avec Ski Saint-Bruno, c'est que là, mes filles, de plus en plus, veulent en faire. Je suis allé durant le temps des fêtes. Il y a eu comme 2 journées où on pouvait faire du ski dans le temps des fêtes. Après ça, il s'est mis à pleuvoir un petit peu. Il n'y en a pas eu beaucoup. Ces journées-là, mes filles, on avait loué un équipement. Après ça, sont allées passer une journée. Et ce qui est le fun, c'est que tu te dois de réaliser, avant d'aller dans les grosses pentes, tu te dois de faire les petites. Alors, quand tu prends ton cours, c'est va réaliser mettons, ta performance 1, 2, 3, mettons, je dis n'importe quoi. Et un coup que tu vas voir ça, ça va te donner accès d'aller skier, mais sur telle et telle pente. Tu vas aller skier sur les autres, bien, viens faire ton formation 3, 4, 5, qui est dans la même, mettons, 2 jours plus tard. Et là, tu pourras aller sur les plus grosses Pour faire pentes. une analogie, nous qui sommes des golfeurs, Alex, tu peux pas tout de suite commencer à pratiquer ton driver. On va commencer par le pitching wedge. Ouais. Donc, on va commencer par les pistes un petit peu plus faciles pour aller apprendre. Et par la suite, on pourra se diriger vers les pistes un petit peu plus expérimentées. Tant qu'à aller faire du ski à Saint-Bruno, s'il y en a qui font pas de ski alpin, bien, pourquoi pas aller faire du ski de fond, de la raquette, de la mâche au Parc national du Mont-Saint-Bruno? Alex, t'es allé dans... Oui, tu connais l'endroit, je pense, comme si tu l'avais tricoté. Ouais, je respire, mais c'est la dernière fois que je suis allé, ça n'a pas très bien été. Mes filles, eux autres, Ah oui, c'est vrai. Ton écoute, expérience de ski de fond. ouais, ça n'a pas été... D'un, j'étais... Avons-nous des images? Non, ben peut-être. Il faudrait que je vérifie. Si vous envoyez dans mon cellulaire, j'aimerais ça. je vais essayer d'en... Je les ai retrouvés si jamais vous les voyez à l'instant. Le problème n'est pas là. C'est juste que c'est comme dans le vélo. C'est comme dans... Tu sais, quelqu'un qui dit « Je vais m'acheter des raquettes. » Ouais. Si tu n'as pas les bons vêtements, tu vas trouver ton après-midi excessivement long. Et j'avais pas le bon manteau. Je pense que je suis allé là avec un manteau d'hiver qui était beaucoup trop chaud. Et ce qui était ironique dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, il y a une pente et moi, je monte la pente et je suis essoufflé, mon gars, mais essoufflé. Et il y a une dame, naturellement, que je connais pas, qui a peut-être 75-80. Qui, elle, passait comme une balle? Ah, écoute, comme une balle dans une pente ascendante et non pas descendante. C'est là que j'ai vu que je n'étais pas en forme. Mais c'est vrai que c'est de toute beauté, les lacs à Saint-Bruno et tout ça. C'est vraiment beau. Puis, on voit beaucoup de cerfs de Virginie. Oui. On voit plusieurs espèces Je suis d'oiseaux content également. ça, cerf de Virginie, non pas le vulgaire chevreuil. Non. C'est un cerf de Virginie. Absolument, on en voit du côté de Saint-Bruno. Et s'il y en a qui ne désirent pas aller faire d'activités sportives du côté de Saint-Bruno, tu as le Forena Spa, qui est un des spas extérieurs les plus grands au Canada. Salutations à mon beau-père, parce que Marie-André est élevée à côté. Hein, on appelle ça le coin des femmes à Saint-Bruno. C'est tous des noms de femmes. Alors, mon beau-père habite au coin du rang des 25 et de Yvonne Duquette. C'est pas loin. Ouais, il y a beaucoup de trafic le samedi pour aller là. Ouais, hein? Alors, monsieur aime moins ça un peu, mais oui, c'est de toute beauté. Oui, écoute, c'est pour ça que je te disais, on vient de le découvrir avec Saint-Bruno. C'est un pôle touristique important dans la Montérégie. Tu me l'apprends. Je croyais que dans ce coin-là, il était pour avoir un truc hôtelier aussi. Ça s'est pas fait, ou je pensais qu'il y avait des rumeurs. Pas encore. Pas encore, mais je suis pas fou. Ça en est déjà parlé. Il y a déjà eu des projets avec Forena également de peut-être installer un hôtel sur le site. On n'en est pas rendu là, mais c'est dans l'air. Une autre chose, si tu regardes, tu dis Saint-Bruno, tu dis quartier 10-30, Boucherville, Saint-Jean-sur-Richelieu également, avec on a d'excellents restaurants aussi. Absolument. Là. Le Vieux-Saint-Jean est reconnu partout. Partout en Montérégie, le Vieux-Saint-Jean est reconnu. Il y a d'autres très bons restaurants à Saint-Jean. Mais écoute, tu m'ouvres la porte sur Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est notre ville où on tourne ici, Sport Express. Tu viens stationner ta voiture dans le Vieux-Saint-Jean, Alex, là. Tu peux partir sur la bande du canal, tu peux prendre une marche jusqu'à Chambly. Il y a le parc Ronald-Beauregard avec les sentiers pour aller patiner. Exact. Il y a le club de golf de Saint-Jean maintenant qui offre le ski de fond, la raquette. La raquette d'hiver, oui. Oui, on offre la location d'équipement également. Alors souvent, je reviens à ce que j'ai dit au début, on va aller ailleurs pour faire des activités, mais dans notre propre ville, on en a énormément, beaucoup de patinoires. Alors oui, c'est un pôle important. Vraiment. Parle-moi un peu justement de B-Fly, parce que moi, je l'ai fait à Brossard avec les filles. Oui, bien, c'est le fun. Écoute, activité intérieure, des fois, parce qu'on le sait, pendant la semaine de relâche, tu l'as dit, parfois, la météo n'est pas de notre côté. On est comme dans un autre... tu sais, ça peut fondre, ça peut... Ouais. Bien, écoute, on va rencontrer des papillons, on a des modules de jeu, on peut faire de l'escalade. Il y a 5 aires de jeu du côté de B-Fly. Belle voilière à papillons. Alors, c'est une belle activité à faire à l'intérieur. Et s'il y en a qui veulent bouger un petit peu plus du côté du quartier 10-30, on a déjà reçu Claude Coudry, qui est le propriétaire du Oasis Surf ici.
Alors, c'est possible en plein hiver d'aller surfer la vague en Montérégie, du côté du quartier des Estrandes, Oasis Surf. Alex, je ne sais pas si tu l'as déjà essayé. Moi, je ne l'ai pas essayé encore. Je l'ai essayé à Margaritaville, en Floride, Oui. mais pas ici. Oui, à Hollywood, sur la bord de la mer. Hein? ben Ah oui, oui, ben oui. avons-nous des images? Non, ça, on n'en a pas. Non, écoute, là, l'iPhone coûte assez cher. Je ne vais pas mettre ça dans l'eau, mais c'est quelque chose. Ben écoute, juste à côté, on a Laser Tag également au quartier des Estrandes pour aller s'amuser. Et si on veut bouger également du côté de Brossard, Clip and Climb, Oui. au Mail Champlain. Écoute, Ça non plus, je ne l'ai pas fait. tu as des murs d'escalade à perte de vue et tu t'amuses pas à peu près du côté de Clip and Climb. Alors, c'est vraiment une très belle activité. Tu parles de Biflin à Brossard. Moi, ça m'a marqué l'univers des papillons. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas un truc près de la colle. Juste avant les douanes, il y avait un truc de papillon à l'époque qui n'existe plus. Écoute, ça me dit rien. Oui, je te le dis, c'était quelque chose. Des fois, tu voyais des papillons éclore de leur cocon et tout ça. C'était... OK, bien ça me dit rien. Mais ça n'existe plus, c'est normal. OK, ça n'existe rien. mais je peux quand même te parler, si tu veux continuer de parler de papillons. On a la ferme Guyon du côté de Chambly, Aussi. que tu connais bien, qui ont une Oh, papillonnerie. yes. Malheureusement, elle n'est pas accessible présentement avec la température. On s'entend, c'est pas... les papillons ne seraient peut-être pas les bienvenus. Mais la ferme pédagogique, Alex, va être ouverte du côté de la ferme Guyon pendant la semaine de relâche. On a des activités thématiques, comment on fait le lait, comment on fabrique le beurre. Écoute, sur le blé, les céréales, on va éduquer vos enfants, mais également éduquer les parents, parce que... Moi, je vais te dire quelque chose, là. Je le dis avec un clin d'œil, mais souvent, les gens, quand on arrive au coin de la 10 et de la 35, on a un truc à droite qui s'appelle de la 10 et de la 35. Oui. Et lorsqu'on passe par-dessus l'overpass, Oui. là, les enfants, toujours du tac au tac, papa, c'est la ferme Guyon. OK. Parce qu'ils sont tout le temps allés au secondaire ou au primaire à la ferme Guyon. L'hiver, c'est éclairé. Oui, c'est éclairé. Écoute, honnêtement, Alex, je me demandais où tu t'en allais avec le 10 et la 35. Qu'est-ce qu'il y a au coin de la 10 et de la 35 de l'autre bord de l'overpass? C'est On Guyon. est en train d'inviter des gens à faire des C'est activités la ferme touristiques Guyon qui en est là. Montérégie. On parle de la ferme Guyon, qui est vraiment de l'autre L'autre côté. côté. Voilà. Oui, puis écoute, je tiens à le dire, un des endroits où on peut se procurer le plus de produits du terroir de la Montérégie et du Québec, du côté de la ferme Guyon. Puis en terminant, Alex, Ouais, vas-y. activité intéressante, la Montérégie, le garde-manger du Québec. Allez visiter des vignobles, des cidreries pendant l'hiver. Du côté de Michel Jaudoin, à Ouais. Rougemont, on a Très installé bon. des Très dômes bon. à l'extérieur. Donc, on peut aller s'installer dans un dôme transparent. On va vous apporter votre petite bouteille de cidre, pouvoir déguster un cidre en regardant la belle vue extérieure. On peut monter le mont Rougemont dans les sentiers à partir de chez Michel Jaudoin. Donc, ils vont dire Sport Express. On fait encore une fois un lien au sport. Oui, Ouais. on peut aller faire de l'activité physique, mais on peut quand même, toi qui aimes les plaisirs de la vie également, déguster un bon cidre. On a déjà reçu Michel Jaudoin ici, qui est tout un athlète, soit dit en passant. Je vous le dis, là, les vins blancs à Saint-Basile Oui. sont excellents. Je l'ai dit, là, je le répète, ça s'en vient, le rouge, mais je crois qu'on a peut-être un climat mieux adapté pour le blanc présentement. On a du bon rouge aussi, Oui. mais le blanc, le rosé, il y a du vin orange également, qui est de plus en plus tendance. Et il y a d'excellents, tu sais, du cidre à l'épicerie même maintenant. Oui, Michel absolument. Jaudoin, des gens de Rougemont. Ah oui. C'est très bon. Tu sais, quand on parle d'acheter local, Ouais. ça en est Chez un. Charbonneau, ici à Saint-Grégoire, il y en a des très bons également. Merci, François. Merci, Alex. Alors là, c'est vrai. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, NASCAR, ouais, c'est les 500 000 de Daytona. Bougez pas. Daytona 500. Ouais. Hey, salut tout le monde, Alexandre Baudouin François Trépanier, de Sport Express. Hey, Frank, les gens veulent venir à notre émission. Comment on fait? page Facebook officielle de Sport Express. Écrivez en privé, on va vous répondre et vous allez être les bienvenus sur notre plateau. Au plaisir de vous rencontrer. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour à Sport Express. Alex, il y avait du bingo? Il y avait du bingo. Félicitations à Mme Anna Cummings, Maggie Fontaine, Carmen Beaulieu, Brigitte Charret. Et attention, le gros lot est allé du côté de Mme Diane Dodier. Félicitations à tout le monde. C'est ce dimanche à 9h30. OK, je pensais que tu parlais du Daytona 500. Non, le Daytona OK. 500, on s'en fout. Mais par contre, c'est le début de la saison de NASCAR. C'est en fin de semaine, c'est bien sûr le Daytona 500. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.